Salam alaikum, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien et que vous m'entendez très bien et que vous voyez le slide très bien. S'il y a un souci, vous me le dites sur la fenêtre de chat, s'il vous plaît. Sinon, voilà. Je vous remercie de me joindre dans cette formation. On va dire formation parce que ce n'est pas un webinaire juste à titre informatif, mais c'est une vraie formation sur les fondations de la norme ISO 27001. Voilà, donc indépendamment de votre degré de connaissance du standard, bien sûr, si vous le connaissez déjà, cette formation, c'est peut-être un refresh, et sinon, voilà, c'est un premier pas dans le sens de connaître cette norme. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez, s'il vous plaît, juste pour que je sois sûr? C'est bon. Bonjour Fatine, comment vas-tu? Donc voilà, donc juste un petit cadrage de la formation. Donc comme je vous ai dit par email, mardi et jeudi ce sera les sessions de formation. Donc c'est moi qui va parler principalement. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par chat, mais on va essayer de garder la séance du samedi pour un récap, une sorte de révision, les questions-réponses les questions qui vous viendront, pardon, par la suite. Et comme je vous ai dit aussi, vous pouvez nous joindre sur le groupe Telegram pour la suite parce que une fois la formation sera terminée, bah, le groupe restera là. Ce sera une façon d'échanger en tout cas, hein. Vous n'êtes pas obligé de nous joindre dedans, mais voilà. Euh, la formation, comme je disais, va s'étaler sur un maximum de 8 séances. Ça va nous faire quelque chose comme 12 heures de formation. C'est largement suffisant, à mon sens. Si on termine plus tôt, c'est tant mieux. Mais sinon, bah, on prendra notre temps. Euh, Actuellement, c'est un petit groupe. Il y a eu presque une centaine d'inscrits, mais là, je vois qu'il y a grosso modo une douzaine ou une quinzaine de personnes. Donc, si on reste à cette taille, bah, on peut s'accommoder pour les séances à venir, il n'y a pas de souci. C'est pas vraiment figé. Euh, d'accord. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de vous inscrire à toutes les séances. Ce sera le même lien de la formation, ce sera le même lien de Zoom. Vous n'avez pas besoin de prendre un ticket pour chaque séance. En fait, sur Eventbrite, quand on dit que l'événement est récurrent, par défaut, ils mettent que pour chaque événement, il faut prendre un ticket, alors que bon, c'est pas le sens de ce qu'on veut. Il suffit de prendre le ticket, c'était juste une façon de collecter vos emails pour vous contacter, pas plus. D'accord? Donc, les objectifs de la formation, d'abord, c'est de vous présenter le cadre normatif et les principes fondamentaux de la sécurité de l'information. Bien sûr, déjà pour qu'on puisse parler de sécurité de l'information, il faut déjà s'accorder sur c'est quoi la sécurité de l'information, les critères pour dire qu'on a une certaine sécurité de l'information. Bien sûr, on verra que ces critères, ils peuvent être plusieurs, mais on verra qu'il y a un minimum qu'il faut avoir. Et les organisations peuvent ajouter d'autres critères s'ils veulent avec, au fur et à mesure que la maturité de leur système de management de la sécurité d'information, le SMSI, monte en maturité. Donc, on va pas vraiment voir la gestion d'un projet de mise en place d'un SMSI, mais on en parlera un peu quand même. On parlera de gestion de risque et ainsi de suite. Mais on va pas aller dans le sens d'une formation lead implémentaire ou bien lead auditeur, autrement. On va aller juste dans le sens comprendre ce que demande la norme et il y aura un long chapitre comme le bras sur les 114 mesures de l'annexe A de la 27001 version 2013. Si vous suivez l'actualité, il y a une nouvelle version qui est sortie de la 27002
qui détaille un peu, c'est l'annexe A. Ils ont changé un peu, mais cette norme reste en vigueur pendant 2 années de transition. Donc, pour la mise à jour, on fera un autre webinaire éventuellement vers juin, juillet peut-être, pour discuter les nouvelles mesures de sécurité. Comme ça, on garde un peu le contexte. Donc, toujours pour les objectifs, déjà être capable de présenter la norme. Donc, quand on comprend très bien de quoi il parle, on peut en parler facilement. Les produits de sécurité qui lui sont associés et la démarche de certification. Donc là, c'est pour la certification des personnes ou bien des organisations. Quand je dis organisation, on entend bien le système de management lui-même. Je sais qu'il y a des personnes ici qui sont novices, qui n'ont aucune idée de quoi je parle pour l'instant, mais ça va venir. Pas de panique, prenez votre temps, respirez un bon coup et laissez-vous porter par le courant, on va dire. Savoir présenter la norme et les mesures de sécurité, comprendre les contextes d'implémentation des mesures de sécurité et leur intégration. En fait, quand on dit comprendre, là, c'est la 27001, c'est un standard. Il n'est pas spécifique à une organisation donnée, à un contexte donné, à une industrie donnée, etc. Donc, il y a des principes qu'on va essayer d'adapter à chaque contexte. Là, c'est le plus gros travail du chef de projet, on va dire, qui va implémenter la 27001 dans une organisation, bien l'équipe qui va l'implémenter. Mais sinon, on va avoir une idée sur comment faire. D'accord? Savoir sélectionner et approfondir les mesures de sécurité en se basant toujours sur la gestion de risque. Donc, comme j'ai dit, il y a 114 mesures de sécurité qui sont prévues dans l'annexe A. Quelquefois, on a besoin d'ajouter plus. Par exemple, si une organisation est dans l'industrie bancaire, on va dire, dans le champ d'activité des cartes à crédit, par exemple, on va dire que il faut ajouter les exigences, on parle d'exigences du PCI DSS, qui est le standard pour que toutes les organisations qui traitent des données de cartes bancaires doivent suivre. Donc là, ça va s'ajouter aux exigences de l'annexe A, ou bien de la 27001, on va dire. Quelquefois, on va enlever des choses, on va appeler ça des exclusions de l'annexe A. Par exemple, dans l'annexe A, il y a une mesure relative au télétravail ou bien au développement sécurisé de logiciels. Si je n'ai pas de télétravail, j'ai une organisation où tout le monde travaille dans le bureau, ben, je n'ai pas à me conformer à quelque chose que je n'ai pas. Donc, on va l'enlever, on va appeler ça une exclusion. Là, ce sont des aperçus de ce qu'on va voir, bien sûr, mais on y arrivera. Donc, c'est la sélection, approfondir les mesures et disposer d'une vue globale des référentiels existants. Bien sûr, une fois que vous allez comprendre comment ça marche pour la 27001, vous allez peut-être vous intéresser à la 27701, qui est le standard pour le traitement des données à caractère personnel. Ce n'est pas une loi, c'est juste un standard qui est venu un peu pour suivre le mouvement, qui n'était pas prévu au début, mais c'est venu avec un certain autre nombre d'exigences. Il y a la 22301, par exemple, qui concerne la continuité d'activité, et ainsi de suite. Mais une fois que vous comprenez comment ça marche, on verra que ça va être facile par la suite de faire le reste. Donc, pour le public, bien sûr, toute personne qui souhaite prendre connaissance de la 27001 et 27002, améliorer sa maîtrise des mesures de sécurité d'information, enrichir sa connaissance des référentiels existants. Bien sûr, je pense que là, on est un bon nombre de personnes, mais peut-être avec le temps, les gens vont dire, au final, ce n'est pas pour moi. Moi, c'est plutôt la 9001 pour la qualité ou bien la 45001 pour hygiène, santé, sécurité. Il n'y a pas de problème. Mais quoi qu'il en soit, même si vous êtes un étudiant, prenez le temps de suivre la formation parce que c'est un plus pour vous. Toutes les organisations, toutes les entreprises maintenant s'intéressent à la sécurité de l'information, vu tout ce qui est attaque, tout ce qui est ransomware, etc., etc., d'une part.
Et d'autre part, parce que même dans les appels d'offres, dans les marchés, dans les consultations, on commence à exiger des entreprises d'avoir la certification ISO 27001. Donc déjà, vous, en tant que candidat peut-être à l'embauche, en tant que déjà une personne qui a peut-être un poste de responsabilité, si vous maîtrisez les bases, si ce n'est que les bases de la 27001, vous êtes en bonne position pour prendre le lead sur ce genre de sujet. D'accord? Donc, le personne opérationnel, donc c'est en fait c'est tout le monde, hein, tout le monde peut être intéressé par ça. Les RSSI, bon, RSSI ou pas RSSI. Ce qui pourrait nous aider dans la 27001, en fait, c'est avoir une certaine culture dans le domaine de sécurité de l'information, surtout sur la partie technique. Et c'est là où on va voir une certaine différence entre un consultant et un autre, un chef de projet et un autre. Si on a déjà passé une certaine période dans l'opérationnel, dans l'administration système, par exemple, ou bien réseau, ou bien sécurité, ou bien qu'on fait du pen testing et ainsi de suite. Quand on va parler d'un certain type d'attaque ou bien de mesures de sécurité de type backup, la personne ne va pas se sentir dépaysée. D'accord? Mais sinon, c'est juste un nice to have, c'est pas un must have. Donc, moi-même, je m'appelle Mehdi Bendri, je suis ingénieur de l'INPT 2002. J'ai obtenu mon doctorat en sécurité de l'information en 2014 à l'INSEAD et j'ai terminé ma formation avec un Executive MBA en management stratégique en 2017. Je ne suis pas vraiment à la poursuite des diplômes, mais dans le jargon des auditeurs, on parle de crédibilité, on parle de preuves indépendantes de compétences. Et si on veut être dans le management, etc., chaque élément, si vous voyez ça, chaque élément va compléter un peu le puzzle de mes compétences. Je suis certifié un certain nombre de certifs de point de vue management, donc ISO 27001 notamment, ISO 27005 en termes de risk manager. Je suis qualifié auditeur avec PECB, en fait, et formateur, et ainsi de suite. Côté technique, je suis certifié Offensive Security, Red Teaming, Pen Testing, CRH, etc. Bon, ça, c'est un peu moi. On va pas s'attarder sur mon CV, mais vous pouvez toujours me joindre sur LinkedIn. Donc là, j'avais mis mon lien de profil LinkedIn si vous voulez rejoindre mon réseau, je suis en Open Connect. Je n'exige pas de paiement à l'entrée. Donc, ce que vous allez retenir, c'est les concepts et définitions relatives à la sécurité de l'information. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va commencer par poser les bases. On ne va pas aller courir directement voir ce que dit la norme, mais il faut qu'on se mette un peu d'accord sur la terminologie, sur les bases de la sécurité de l'information, etc. La structuration de la famille 27000. En fait, on parle toujours de la 27001 parce que c'est le seul standard qui est certifiable par rapport à un système d'information, un système de management de la sécurité de l'information, pardon. Donc, je ne peux pas dire que un SMSI est certifié 27005 Risk Manager. C'est pas une personne. Par contre, un SMSI, on peut le certifier conforme à ISO 27001. D'accord? Mais les personnes, ils peuvent être certifiés risk manager, lead risk manager, implémenteur, lead implémenteur, etc. Il y a PECB qui est un organisme très connu dans ce type de certification. Mais il y a aussi l'IRCA, IATU, il y a d'autres organisations qui proposent aussi des certifs. Mais les plus connus, c'est l'IRCA et PECB. On va avoir un aperçu au niveau de la mise en place, de la méthodologie de mise en place d'un SMSI, mais pas plus. Et on va s'intéresser surtout à son fonctionnement. Donc, première partie, on va parler des exigences de la 27001. Donc, ce que vous allez voir, c'est que dans la 27001, il y a
les chapitres 4 à 10, mais il y a aussi l'annexe 1. Donc, la partie 1, c'est ces chapitres 4 à 10. D'accord? Contexte d'organisation, etc., jusqu'à l'amélioration continue. Et on verra par la suite l'annexe A. Comme j'ai dit, c'est les 114 mesures de sécurité. Voilà. Donc, là, on voit les familles des mesures. Et on va un peu parler de la 27002 puisque on sera plein dedans. Ouais. D'accord? Jusqu'à maintenant, si vous avez une question, vous pouvez me l'envoyer par chat. J'ai le chat sous les yeux, donc n'attendez pas la fin pour poser une question parce que à la fin, ça va couper parce que on aura terminé notre journée. D'accord? Et comme j'ai dit, si vous avez des questions, la séance du samedi est là pour ça. Ou bien vous pouvez envoyer votre message via Telegram. Et là, je répondrai à tout moment de la journée, on va dire. Bon, première question, c'est quoi l'ISO? En fait, l'idée de l'ISO, c'est quoi? Comme pour ce qui est arrivé avec ITIL, comme ce qui est arrivé avec plusieurs frameworks au cadre, les gens, les entreprises, les grandes entreprises commencent, avec leur maturité, commencent à avoir des façons de faire, on va dire, des best practices pour faire des choses. Maintenant, pour uniformiser un peu cette façon de faire, les grandes entreprises, les constructeurs, les éditeurs de logiciels, selon le domaine, on va dire, ils vont se mettre en groupe, ce qu'on appelle euh, on va dire une sorte de consortium, ou, si on veut, pour se mettre d'accord sur des façons de faire à généraliser. On va dire que, par exemple, pour la sécurité d'information, il y a un groupe qui est formé. Chaque élément du groupe, il va apporter des propositions. On va discuter ces propositions. Et au final, tout le monde va se mettre d'accord sur une baseline, un minimum à avoir pour dire que on respecte un certain standard. Quand on dit standard, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord dessus. Donc, l'ISO, c'est International Organization for Standardization, bien Organisation internationale pour la standardisation. Sur le site, vous allez trouver que c'est à peu près 100, il y a des représentants de 165 pays. En général, on ne va pas trouver un représentant dans chaque groupe de travail pour chaque standard, mais on va trouver des représentants selon le standard. Il y en a de tout. Il y a on peut trouver, par exemple, des aspects de hygiène, santé, sécurité au travail, conformité pas réglementaire, mais conformité, par exemple, pour les équipements de médecine ou bien de chirurgie, sécurité de l'information, qualité, etc. Donc, il y en a de tout. Donc, par ses membres, l'organisation réunit des experts qui mettent en commun leurs connaissances, comme on a dit, pour élaborer des normes internationales d'application volontaire. Donc là, on insiste sur ça. La mise en place d'un standard, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation légale, ni réglementaire, ni contractuelle, ni quoi que ce soit. Maintenant, il peut devenir contractuel si votre client exige que vous ayez la 27001 pour que vous puissiez lui rendre service. Bon, mais l'application de tout ce qui est édité par ISO est purement volontaire. Et comme on a dit, c'est fondé sur le consensus et la pertinence pour le marché. D'accord? Donc, toujours dans le sens de l'innovation, d'œuvrer pour le mieux pour un certain type d'activité ou bien un certain secteur. Comme j'ai dit, il faut se mettre d'accord sur des principes. Donc, déjà, la sécurité d'information, c'est quoi? Donc, selon Wikipédia, bon, c'est pas vraiment le top des références, mais selon Wikipédia, c'est la pratique consistant à empêcher l'accès, l'utilisation, la divulgation, la perturbation, la modification, l'inspection, l'enregistrement ou la discussion non autorisée d'informations. En fait, à travers la sécurité de l'information,
on va essayer de protéger l'information, qui est en elle-même un capital qui est désormais très important pour toutes les organisations. Est-ce que vous imaginez, par exemple, une entreprise qui travaille sans messagerie, ou bien sans document Office, ou bien sans produire de l'information? C'est impossible. En notre temps, c'est impossible. D'accord? Donc, la sécurité de l'information est venue pour un peu protéger cette information vu l'avènement de tout ce qui est risque sur cette information, que ce soit des risques de type attaque, que ce soit des risques qui sont naturels, qui sont innés dans le fonctionnement d'entreprise. On va parler de la notion de risque, etc. tranquillement. Donc, pour dire on va avoir de la sécurité d'information, comme j'ai dit tout à l'heure, on va se baser sur des critères. Et les critères de base sur lesquels se base la 27001, c'est la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information. Donc, je ne pense pas c'est pour la 27001, je ne pense pas. Pour les autres standards, je ne peux pas vous répondre. Donc, la confidentialité, c'est quoi? C'est que l'information, elle doit être protégée pour qu'elle ne soit accessible que par les personnes ou bien les processus qui sont autorisés à accéder à cette information. Pourquoi on insiste sur le processus? Parce que ce n'est pas nécessairement déjà un être humain qui va accéder à l'information. Et ensuite, parce que quand on va mettre en place, ou là, on veut mettre en place un standard, en général, il faut découper l'activité d'entreprise en processus. Et donc, on va dire, est-ce qu'un processus a accès à une certaine information? Le deuxième critère, c'est l'intégrité. L'intégrité, en fait, c'est que l'information ne soit pas modifiée autrement que par les moyens qui sont prévus. D'accord? Maintenir et garantir l'exactitude et l'exhaustivité de données tout au long de leur cycle de vie. Une donnée, si on prend, pour faciliter la compréhension, on prend un document. Un document, il a un cycle de vie. En général, on va avoir un draft du document. On va avoir une version qui est approuvée, qui va être distribuée, utilisée. Par la suite, on peut mettre à jour ce document et encore le valider et le distribuer. À un certain moment, on va dire ce document, on va l'archiver, peut-être parce qu'on a changé de façon de faire, peut-être parce qu'il n'est plus d'actualité. On va l'archiver, c'est-à-dire on va le garder dans nos archives pendant un certain temps avant de le détruire d'une manière définitive, c'est-à-dire que ce document, on n'en a plus besoin, on va le détruire. D'accord? Donc, l'intégrité, c'est protéger l'information tout au long du cycle de vie de cette information. Et d'ailleurs, sous n'importe quel format. Quand j'ai dit que le document, on va le stocker quelque part, c'est une information qui est statique, qui est stockée quelque part, et donc c'est une information qui est statique. L'autre façon, c'est l'information en cours de transit ou bien dynamique. Quand j'envoie un login et un mot de passe vers un formulaire d'authentification, c'est de l'information qui circule sur le réseau, il faut que je la protège. Par exemple, je vais mettre du HTTPS, je vais utiliser un VPN, etc., etc. Peu importe le moyen, mais je vais essayer de protéger cette information lors de son transit par rapport à son intégrité, mais aussi sa confidentialité, etc. Les données peuvent être modifiées de manière non autorisée ou non détectée. Bon. Un exemple pour terminer peut-être à ce stade avec l'intégrité. Supposons que vous avez une application, un CRM ou bien un ERP. Donc, les gens vont aller sur l'ERP, saisir de l'information et cette information est stockée dans une base de données. Donc, imaginez maintenant que l'administrateur de cette base de données, il va à cette information et commence à la modifier. En soi, c'est une atteinte à l'intégrité parce que l'information n'est pas censée être modifiée de cette manière. Peut-être s'il y a une corruption de données, là, c'est légitime. L'administrateur, il va intervenir pour restaurer de la donnée, pour
corriger quelque chose. Mais en temps normal, l'accès à cette information, il ne doit pas se faire qu'à travers l'ERP ou bien le CRM ou bien. D'accord. Et le troisième critère, c'est la disponibilité. Donc, la disponibilité, c'est le fait d'avoir accès à l'information à travers un service, un web service, un site web, un partage, peu importe. C'est avoir accès à cette information quand on veut et quand c'est nécessaire. D'accord? On verra une petite subtilité par la suite, mais c'est ça l'idée. Donc, les informations sont disponibles lorsqu'elles sont nécessaires. Pour que l'information soit disponible, ça signifie que le système informatique qui traite l'information et les canaux de communication par lesquels l'information est envoyée fonctionnent correctement. C'est-à-dire le serveur qui héberge le site web, il est là, la liaison Internet, elle est là, le routeur, il fonctionne correctement, etc. L'atteinte à la disponibilité, ce n'est pas vraiment l'absence 100% de service. L'absence de service, c'est une atteinte claire à la disponibilité, mais même la dégradation du service en elle-même, c'est une atteinte à la disponibilité. Je suis censé, avec mon API, traiter 100 requêtes par seconde, et à cause d'une surcharge de serveur, je n'arrive à faire qu'à 20 requêtes ou bien par seconde. Il y a une dégradation du niveau de service. Donc, c'est une atteinte, dans ce sens, à la disponibilité de ce service. D'accord? Petite parenthèse, si dans mon contrat de service, je dis que le service n'est disponible que de 6 heures du matin à 9 heures du soir, si quelqu'un essaie d'accéder au service à minuit, s'il n'a pas accès au service, c'est normal, puisque le contrat dit que le service doit être là de 6 heures du matin à 9 heures du soir. Si le service il est là, tant mieux. Peut-être qu'on est en train de faire de la surqualité, ou peut-être que, bon, ça coûte moins cher de laisser tourner que de faire des arrêts et des relances de machines à tout moment. Quand je dis moins cher, c'est en termes de temps, en termes de risque, etc. D'accord? Donc, trois critères à garder en tête, CIA ou bien CID. CIA, c'est en anglais. Availability pour disponibilité, donc availability. Mais sinon, confidentialité et intégrité restent les mêmes. La définition d'un risque. Maintenant, les risques, c'est quelque chose de pivot, de fondamental de 27001. Je vous explique déjà pourquoi, comme ça, vous prenez la chose au sérieux, on va dire, même si je sais que vous prenez tout au sérieux. Je suis une entreprise, la norme me dit que je dois faire des sauvegardes. Très bien. Si je vous pose la question, à quelle fréquence vous allez faire la sauvegarde? Est-ce que vous allez faire une sauvegarde une fois par jour, une fois par mois, une fois par trimestre, une fois par heure, une fois par 15 minutes? Ça dépend de quoi? Ça dépend de la nature de mon activité déjà. Est-ce que l'indisponibilité de cette donnée va me générer comme impact négatif? C'est ce qu'on appelle le risque. Si je suis une banque et que je perds 15 minutes de données, ça fait beaucoup de chiffres derrière. Et donc, l'impact va être énorme. Bien sûr, l'impact négatif, il va être énorme sur le business. Et l'objectif de tout standard, c'est de maintenir le business au meilleur niveau, que de point de vue qualité, de point de vue sécurité de l'information, point de vue disponibilité, etc. D'accord? Donc, le risque, en fait, c'est la probabilité qu'un événement se produise, la probabilité que la perte de données se produise. Si je dis que je peux tolérer une perte de données d'un jour, ben je peux faire la sauvegarde une fois par jour, c'est suffisant, tranquille. Chaque soir, il y a le robot qui démarre, qui sauvegarde mes données et c'est terminé. Si je suis une banque, je vais faire peut-être du mirroring ou bien de la synchronisation temps réel des données. Je ne vais même pas faire des sauvegardes et je vais ajouter des sauvegardes peut-être quotidiennes, hebdomadaires, etc. Donc là, c'est la notion de risque qui va me déterminer quelle mesure est adaptée à mon contexte. D'accord? Donc, risque, c'est la probabilité qu'un événement se produise. Et là, j'ai parlé de l'impact, mais il y a le terme probabilité. Parce que si le risque était sûr, c'est un fait, ce n'est plus un risque.
je suis sûr que je vais perdre mes données, c'est plus un risque. Donc, il y a toujours la composante probabiliste qui va intervenir dans le risque. Le risque de tremblement de terre à Rabat, ce n'est pas le risque de tremblement de terre à Tokyo. Le risque d'inondation à, je ne sais pas, à Zagora, on va dire, ce n'est pas la même chose que le risque d'inondation euh, à côté d'un fleuve, à Azemmour, par exemple. Bon, je donne des exemples un peu bizarroïdes pour quelques personnes, mais je pense que la majorité va comprendre. Mais l'idée, c'est que la probabilité va changer ce niveau de risque. Plus le niveau de risque est fort, parce que soit l'impact est fort, soit la probabilité est très importante, plus il y a nécessité de répondre à ce risque avec des mesures. Mesures qu'on va prendre, par exemple, dans l'annexe A de la 27001. D'accord? Donc, pour gérer ces risques, il y a le processus de gestion de risque. Donc, la gestion de risque, c'est le processus d'identification des risques liés à la sécurité de l'information, leur évaluation et leur traitement. D'accord? Donc, en général, il y a toujours un programme de gestion de risque qui est parallèle à la mise en place de la 27001. Et si on n'a pas la 27001, généralement, il y a une certaine gestion de risque qui est là, même s'il n'est pas vraiment formalisé proprement dite, mais elle est là. Déjà, une entreprise normale, elle va dire, je dois installer l'antivirus sur les PC de mes utilisateurs. C'est une gestion de risque parce que je veux réduire le risque que je sois infecté par un virus, un cheval de Troie, etc. D'accord? Une menace, tout ce qui peut nuire à un actif informationnel. Il peut s'agir d'un événement naturel ou d'origine humaine, etc. Donc, ici, c'est toujours dans le cadre de risque. Donc, le risque, quand je dis tout à l'heure, quand je disais tremblement de terre ou bien virus, en fait, ça, c'est une menace. Parce que la menace, c'est ce qui va profiter d'une faiblesse dans mon système, ce qu'on va appeler vulnérabilité, pour qu'il y ait un effet négatif. Maintenant, si la menace, en général, on va penser toujours informatique, virus, etc. C'est un type, mais il y a aussi la menace humaine. D'accord? Donc, la menace d'origine humaine, c'est par exemple quelqu'un qui va faire le travail n'importe comment. Quelqu'un qui va divulguer les données à caractère personnel de mes clients. C'est pas vraiment informatique, mais il y aura un impact légal sur mon organisation. D'accord? Ce qui fait, c'est une menace. Et là, vous voyez qu'il y a deux façons. Quelqu'un qui ne sait pas, c'est pas quelqu'un qui volontairement va faire quelque chose. Donc, la menace d'origine humaine, elle peut être volontaire. C'est un agent infiltré pour la concurrence, ou bien quelqu'un qui a de mauvaises intentions vis-à-vis de son entreprise, quelqu'un qui est sur le départ, par exemple, quelqu'un qui sait qu'il va démissionner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une tâche planifiée sur le serveur qui va supprimer, par exemple, la base de données. Ça, c'est aussi une menace. Donc, mais ça, c'est volontaire. Le cas de menace humaine qui n'est pas volontaire, c'est par manque de formation. Et on va voir que dans la 27001, il y a un chapitre qui est prévu dans l'annexe A aux ressources humaines. C'est-à-dire que toute personne qui met le doigt dans le système d'information, il doit avoir les compétences pour le faire. Si on n'a pas une preuve de compétence de la personne, on est en train de prendre des risques gratuitement. Donc, une vulnérabilité, c'est une faiblesse qui peut être utilisée pour nuire à un actif informationnel. Oui, pour actif informationnel, qu'est-ce qu'on veut dire par actif informationnel? On parle généralement de l'information en elle-même ou bien d'un processus. C'est ce qu'on appelle en général un actif informationnel. Et on ajoute le qualificatif primaire ou bien primordial parce qu'il y a les actifs supports qu'on verra par la suite. D'accord? Donc, l'actif informationnel, pour l'instant, vous gardez en tête, c'est l'information. C'est la base de données, c'est le fichier, etc. Ah,
Il y a déjà la définition. Donc, actif informationnel, contenu de l'information de valeur et le matériel ou logiciel où il est contenu. Donc, matériel ou logiciel, c'est l'actif support plutôt que l'actif informationnel. On va commencer à avoir quelques passages pris des standards. Donc là, première chose, ISO 27000. On parlait de la famille 27001, donc on va commencer à prendre connaissance de la famille. Donc 27000, c'est le vocabulaire. L'idée est que pour que tout le monde interprète les clauses de la norme de la même manière, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un cahier où on va mettre la terminologie. C'est la 27000. D'ailleurs, vous allez trouver presque la même chose dans la 9000. La 9000, c'est le vocabulaire. La 9001, c'est le standard lui-même, etc. D'accord? Donc, première définition, c'est un système de management. C'est quoi un système de management? Depuis tout à l'heure, on parle de système de management de la sécurité de l'information, comme on peut parler de système de management de la qualité, etc. C'est un ensemble d'éléments corrélés ou en interaction d'un organisme utilisé pour établir des politiques, des objectifs et des processus de façon à atteindre les dits objectifs. En fait, pour faire simple, le système de management, il est composé de tous les éléments qui vont agir dans le même sens d'atteindre un objectif. L'objectif, ça peut être la sécurité de l'information, ça peut être la qualité, etc. Ces éléments, c'est quoi? Ça peut être, bon, c'est pas, ça peut être. Il est composé des êtres humains, des personnes, il y a les processus, il y a les procédures, il y a toutes sortes d'éléments qu'on va avoir. La gestion de risque, elle fait partie du système de management, donc le plan de traitement de risque, etc. D'accord? Donc, ce sont ces éléments qui vont interagir, qui sont corrélés d'ailleurs, parce que quand je dis procédure, elle est relative à la réalisation d'une action. C'est dans le cadre de réalisation d'un processus. Donc, les éléments sont effectivement corrélés entre eux. Un système de management peut couvrir une ou plusieurs disciplines. Bon, pour faire simple, nous, maintenant, on parle du système de management de la sécurité de l'information, d'un SMSI, mais supposons qu'une organisation a le système de management pour la sécurité de l'information, donc qui est basé sur la 27001, et le système de management pour la continuité d'activité, qui est basé sur la 22301, ISO 22301. On va voir qu'il y a des chapitres qui vont se rencontrer, par exemple le contexte de l'organisation. On est en train de parler de la même entreprise. Donc, c'est le même contexte, c'est le même environnement, etc. Donc, au lieu de dupliquer l'information, les documents, etc., on va avoir un système de management qui est combiné. On parle d'un système de management combiné et donc qui intègre les deux systèmes de management ou bien les deux disciplines. Les éléments du système comprennent la structure de l'organisme, les rôles et responsabilités, la planification et les opérations. Donc, on verra ça quand on va s'intéresser les chapitres de la norme. On verra plus en détail ces éléments. Le domaine d'un système de management, donc là, c'est le domaine d'application de ce système de management, peut comprendre l'organisme dans son ensemble. Je vais dire que je vais appliquer la 27001 partout dans mon organisme, ou bien juste une partie de mon organisme, soit des fonctions spécifiques qu'on va identifier. Par exemple, je suis une grande entreprise qui a des activités de développement logiciel, qui a l'activité BPO, réservation d'hôtel, par exemple, etc., qui a les activités de helpdesk, donc l'aide aux utilisateurs, le support aux utilisateurs. Je peux dire, moi, je vais implémenter la 27001 juste pour l'activité BPO. BPO parce que ces utilisateurs, ou bien cette activité, elle traite les données à caractère personnel, elle traite les cartes bancaires. Donc, le niveau de risque sur le business qui vient de cette activité est très important. Et donc, je vais commencer par ça. Je peux dire que je vais commencer par ça, ou bien je vais implémenter le système de management juste dans dans ce silo, on va dire, ou bien dans cette activité. D'accord? Comme je peux avoir plusieurs activités, il n'y a pas de problème. Maintenant,
Ce qu'on va nécessairement avoir toujours, ce sont les activités support, les moyens généraux, par exemple les locaux, la climatisation, l'énergie, etc., les ressources humaines et les achats. Ça, ces trois activités, on va toujours les trouver. Ou bien ces trois processus, si on veut, on va toujours les trouver. Même si on dit que nous, le système de management, il va traiter juste la BPO, mais je suis obligé d'intégrer les activités support parce que on va voir dans le standard qu'il y a les aspects ressources humaines, il y a l'aspect sécurité physique, etc. Donc, ils vont être inclus, quoi qu'il en soit. Pourquoi c'est important de spécifier le domaine d'application? Déjà parce que c'est ce qu'on va trouver sur la certif. Quand l'organisation va avoir sa certification, il sera noté que toute l'entreprise est certifiée, ou bien toutes les activités, ou bien juste l'activité BPO. D'accord? On va pas trouver ressources humaines, etc., parce que ça va de soi, mais on trouve juste la partie métier qui est identifiée sur la certif. Un système de management est un système permettant à un organisme d'établir des politiques et des objectifs et de les mettre en œuvre par la suite. Le système de management d'un organisme peut inclure différents systèmes de management comme la qualité, la sécurité de l'information, etc. Donc, on a déjà dit ça. Les organismes utilisent les systèmes de management pour développer leurs politiques et les mettre en application au moyen d'objectifs à l'aide des éléments suivants: une structure organisationnelle, des processus systématiques et des ressources associées, une méthodologie d'appréciation des risques efficaces et un processus de révision pour s'assurer que les problèmes soient corrigés, etc. Donc, le système de management, il va être là pour répondre à certains objectifs très haut niveau de l'organisation. C'est ce qui est défini sous forme de politique. La politique, c'est quelque chose qu'on va documenter pour dire, pour donner un cadre. Par exemple, on va dire dans la politique, toutes les communications réseau doivent être sécurisées. Ça, c'est une phrase qu'on peut trouver dans une politique. Dans une politique, on ne va pas trouver toutes les communications doivent être cryptées par AES 256, CBC, etc., et passer par des liaisons redondantes STM1. Non, on ne trouve pas les détails techniques. On trouve le haut niveau. Et le système de management, il va prendre ce qui est documenté au niveau et il va dire comment on va implémenter des choses pour répondre à ce besoin au niveau, ou bien à cette directive en fait au niveau, tout en respectant les exigences de la norme et en répondant au risque. Toujours penser risque. La 27001, toujours penser risque. Gardez ça en tête. Toujours penser risque. Et donc, on va avoir dans ce système de management une structure organisationnelle, dans le sens où on va avoir un responsable du système de management, on va avoir des pilotes des processus. Chaque processus, il va avoir un responsable qu'on appelle pilote ou autre chose. La nomination en elle-même importe peu parce que chaque organisation a sa terminologie. On peut avoir des process owners, on peut avoir des machins, trucs, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on va avoir une structure organisationnelle à laquelle on va attacher des rôles et des responsabilités. Quand on dit que Monsieur Bendris est le responsable du système de management de l'information, du SMSI, systématiquement, il a des responsabilités. C'est lui qui est garant de l'entretien de ce système de management. C'est lui qui va demander des états d'avancement aux gens de l'opérationnel, par exemple, sur la mise en place d'actions, etc., etc. D'accord? Une méthodologie d'appréciation des risques qui est efficace. Pardon, le mot risque a sauté ici. On a parlé des processus systématiques et des ressources associées. Donc, les processus systématiques, ça veut dire quoi systématique? C'est-à-dire carré, à la même entrée, on va avoir la même sortie. C'est ça un processus. En fait, un processus, c'est un ensemble d'activités qui sont réalisées pour avoir un certain résultat qui est connu. Le processus, il va se déclencher par un trigger, quelque chose qui va le lancer.
et qui va finir par le résultat. Par exemple, si on prend le processus recrutement, c'est un processus qu'on connaît très bien. L'objectif, c'est d'avoir une recrue qui correspond à notre besoin. Quel est le déclencheur? C'est quand, par exemple, le responsable de l'administration système, il envoie un email aux RH pour dire, bonjour, j'ai besoin de recruter un senior, un administrateur système senior qui maîtrise l'administration Windows Server, Linux, Red Hat, etc., etc. Donc, il va donner ses objectifs, ses besoins, en fait. Ça va démarrer le moteur recrutement. Donc, les RH, ils vont prendre ça, ils vont traduire ça en annonce sur leur site web, sur les sites de recrutement, etc. Ils vont avoir une fenêtre d'attente. Peut-être, ils vont dire, notre délai de recrutement, c'est par exemple 15 jours. Donc, on va laisser une semaine pour collecter les CV, etc. On va voir dans notre base de données des CV et on va sortir une première liste de candidats. D'accord? Donc, les candidats, on va les envoyer à cette personne, aux demandeurs, en fait, à l'admin, aux responsables des admins, pour sélectionner ou bien shortlister 3 ou 5 candidats. Par exemple, on va dire 5 candidats. Le processus de recrutement continue. Il va envoyer des emails à ces candidats ou bien on va les appeler par téléphone pour leur dire, vous êtes conviés à un entretien, ta, 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 ta. Les gens vont venir faire l'entretien. On va avoir une évaluation. On va sélectionner un. On va lui faire une proposition. Il va accepter la proposition. Il signe son contrat. Le processus s'arrête. Donc, vous voyez qu'il y a un ensemble d'activités à l'intérieur, mais le processus, il est systématique. On sait comment le réaliser, il n'y a pas de tâtonnement. Ah, comment on va faire? Est-ce qu'on va annoncer sur Facebook ou bien on va annoncer sur LinkedIn ou bien sur le journal? Non, ces questions, on ne se les pose plus parce que le processus, il est documenté, il est connu, etc. D'accord? Et les ressources associées, les ressources, c'est déjà, il y a les ressources humaines, ça c'est sûr, parce que si on arrive à un processus qui est 100% automatisé, c'est rare, mais ça peut pas être 100% des processus, ça c'est clair. Donc, ressources humaines, ressources serveurs, CPU, RAM, bande passante, tout ça, ce sont des ressources, le temps. La méthodologie d'appréciation efficace, en fait, quand on parle de risque, on a plusieurs façons d'évaluer les risques, d'apprécier, de faire l'appréciation de risque. L'appréciation de risque, ça commence par l'identification, l'évaluation et bon, on verra ça. Il y a 3 étapes. L'idée est que il faut avoir une méthodologie pour faire cette action de la même manière le plus souvent possible. On parlera à l'occasion peut-être de méthodes comme EBIOS, comme Mehari, comme CRAM, etc. Ce sont des méthodologies d'appréciation de risque qui sont validées par la 27001, qui sont connues, reconnues, et ainsi de suite. Un processus de révision. Donc, ça nous mène à parler du modèle d'amélioration continue, le PDCA, ou bien la roue de Deming, ou chacun l'appelle comme il veut. La 27001, la 9001, la 22301, tous les standards qui respectent le même schéma, on appelle ce schéma HLS, High Level Structure. En fait, tous les standards qui respectent ce schéma, ils suivent le modèle d'amélioration continue. L'idée, c'est quoi? L'idée est qu'on ne va pas exiger de l'organisation depuis le début de mettre tout au top avant de la certifier. Ça va être impossible à avoir parce qu'il y a la limite de temps, il y a la limite d'énergie des êtres humains, il y a la limite du budget, il y a les limites de faisabilité. Donc, l'idée est que le standard, il te dit quoi? Il te dit, pose-moi juste la base minimale qui respecte les exigences du standard. Et ensuite, le cycle de vie va démarrer et on va s'améliorer au continu. Donc, il faut avoir un processus de révision, de vérification, qui va essayer, au fur et à mesure que le temps avance, que la maturité du système de management augmente, d'avoir un système de management qui s'approche le plus de, on va dire, entre guillemets, de l'idéal ou bien de l'optimal. D'accord? On va essayer de profiter de toutes les opportunités d'amélioration possibles qui sont identifiées, etc.
En fait, pour parler de l'amélioration continue, il faut parler nécessairement de surveillance et de mesure. On ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne surveille pas. Quand on est étudiant, on passe un contrôle et ensuite il y a un examen. Dans le contrôle, soit on a une claque qui nous réveille, soit on dit, tiens, j'ai eu une bonne note, je suis sur la bonne voie, je n'ai pas beaucoup de gap pour m'améliorer. Mais si j'ai un 5 sur 20 en contrôle, alors là, je me dis, tiens, je suis mal barré, je dois améliorer. C'est l'indicateur qui va me pousser à travailler plus pour avoir une meilleure note. La même chose pour le système de management, je vais avoir des indicateurs, des KPI qu'on va identifier et suivre pour dire, voici les KPI les plus importants, je vais avoir des mesures que je collecte, que je vais calculer mes KPI. Exemple simple, supposons si on prend l'exemple de BPO qu'on a cité tout à l'heure, il y a les agents qui prennent les appels, les gens appellent pour faire des réservations d'hôtels. Un exemple de KPI, c'est quel est le temps entre le téléphone sonne et l'agent prend l'appel. Donc, le temps moyen. Quel est le temps entre prise d'appel et client qui raccroche? Donc, la durée de traitement d'une réservation. Donc, tout ça, ce sont des indicateurs que je vais avoir parce que si un appel me prend 1 heure pour une réservation d'hôtel, ça ne va pas marcher parce que j'aurais besoin de recruter 200 personnes juste pour répondre aux besoins des appels qui arrivent. Ce qui fait, ces indicateurs, ils vont me permettre d'améliorer soit le processus, soit la documentation, soit la formation, peu importe. On va nécessairement avoir des éléments qui vont être des lampes qui vont s'allumer pour dire, tiens, ça, c'est quelque chose à améliorer. On va essayer de l'améliorer. D'accord? Donc, ce qui est mis en œuvre doit être contrôlé et mesuré. Ce qui est contrôlé et mesuré doit être géré. Bon. La 27001 précise que l'organisme doit évaluer ses performances en matière de sécurité de l'information, l'efficacité du son SMSI, dans l'article 9.1, c'est surveillance, mesure, analyse et évaluation. En fait, c'est le principe qu'on a dit. Sauf que là, c'est une exigence. Quand on dit qu'on veut se conformer à la 27001 ou bien à la 9001 ou bien autre, la 9.1, elle te dit tu es obligé de surveiller et de mesurer. Sinon, tu es hors sujet. Tu es en non-conformité. En fait, c'est le moment peut-être d'introduire ce terme. Quand je dis une non-conformité, ça veut dire que je ne respecte pas une exigence. Par exemple, la norme nous dit qu'il faut avoir une politique de la sécurité d'information qui est documentée et qui est communiquée. D'accord? Ça, c'est l'exigence. On trouve ça dans la 5, peut-être la 5.2, dans le chapitre 5.2. Maintenant, supposons que l'organisation a écrit, a rédigé la politique qui est validée, mais qu'elle a laissé dormir dans un tiroir ou bien dans un partage ou bien dans un SharePoint, peu importe. On a répondu à la première partie de l'exigence qui est avoir la politique qui est documentée, mais nous sommes en non-conformité par rapport à l'aspect communication. On n'a pas communiqué cette politique à l'intérieur de notre organisation. Donc là, on va écoper d'une non-conformité lors de l'audit, qu'il soit interne ou bien externe, etc. On parlera des types d'audit. D'accord? Donc, la surveillance et mesure, c'est une exigence dans le sens de l'amélioration continue. Cet article composante essentielle, etc., etc. Donc, les standards qui suivent le même schéma que la 27001, donc il y a déjà la 27001, bien sûr. Il y a la 9001 pour la gestion de la qualité, management de la qualité. La 45001, c'est management de la santé et la sécurité au travail. Je reviens à la 9001. La 9001, c'est quoi l'objectif de la qualité? Ce n'est pas avoir un produit qui est de qualité, c'est pas ça, mais c'est de s'assurer qu'un processus est réalisé de la meilleure façon et de la même façon aussi souvent que possible. Et quand il y a des écarts, c'est une non-conformité de point de vue qualité, il faut la corriger. Donc, la 9001, l'objectif, c'est que les processus de production de mes services, qu'ils soient ou bien produits, services ou produits, doivent être
maîtrisé, suivi, etc. La 45001 santé sécurité travail, ça c'est par exemple si je suis une société de BTP, on fait des constructions. J'ai besoin que mes ouvriers portent ce qu'on appelle des, des EPI, des équipements individuels de protection individuelle, le casque, les chaussures, le gilet. S'ils mettent pas ça, il risque d'avoir une pierre sur la tête qui va lui fracasser le crâne alors que le casque aurait pu le protéger. Donc ça, c'est le standard qui gère ces aspects. On entre dans le code de travail plus en détail dans ce standard, etc. Management des services, donc là, c'est la gestion des services. Ça s'approche un peu de tout ce qui est utile, etc. Donc, la fourniture de services. La 22 000, c'est le management de la sécurité des denrées alimentaires. Je ne saurais pas vous dire plus que ça parce que ça sort de mon champ de connaissances. Moi, je ne vais pas dire d'expertise, mais de connaissances. Mais bon, c'est relatif probablement à tout ce qui est protection des aliments, etc. Par exemple, si je produis de la farine, comment je stocke le blé, comment, etc., etc. La 22 301, c'est le management de la continuité d'activité. Donc, en fait, continuité d'activité dans le sens où il y a eu tremblement de terre, il y a eu une grève, il y a ma connexion, ma liaison Internet a été coupée physiquement. Comment je fais pour continuer à travailler? C'est quelque chose qui a pris de l'importance lors de la période du Covid. Donc là, les gens étaient un peu, puisque les gens étaient coincés chez eux, donc les entreprises qui étaient déjà un peu préparées à tout ce qui est continuité d'activité, c'était un peu simple. Ils avaient déjà prévu des accès VPN, ils avaient déjà prévu peut-être des sites dans d'autres régions, éventuellement. Donc, ça, c'est la continuité d'activité. Management environnemental, la 14001. Alors là, c'est par exemple les usines qui produisent des déchets chimiques, les entreprises qui se soucient du tonnerre de l'imprimante, comment est-ce qu'ils le recyclent ou bien ils le jettent ou bien qu'est-ce qu'ils font avec ça. Donc ça, c'est la 14001. Il y a aussi les aspects énergie qui entrent dans ça, même s'il y a l'ISO 50 000 qui s'intéresse plus à la partie énergie, mais dans la 14001, on va aussi suivre, par exemple, la consommation de l'eau, de l'électricité, pour dire que on gaspille pas beaucoup d'eau, par exemple. ISO 28000, management de la sûreté des chaînes d'approvisionnement. Donc, tout ce qui est supply chain. Encore une fois, hors périmètre pour moi. Donc, au lieu de dire des bêtises, je vais garder le silence. Mais l'essentiel, c'est que ces standards, ils suivent le même schéma, c'est-à-dire ils ont les chapitres 4 à 10, ils suivent l'amélioration continue, ils ont le même schéma, donc je peux les combiner. J'aurai principalement le chapitre 8 qui est la partie opérationnelle, c'est la plus spécifique pour euh, chaque standard, c'est là où il y aura nécessairement de la différence. Le chapitre 8, je ne peux pas avoir les mêmes clauses de chapitre 8. Sauf peut-être si on parle de mise en place de plans de traitement de risque, par exemple. Mais sinon, ça, c'est toujours le point de divergence, c'est le chapitre 8. C'est la partie opérationnelle. On appelle ça réalisation. Chapitre 8, c'est réalisation. Donc, toujours de point de vue définition, la 27 000, toujours vocabulaire. Un SMSI se compose des politiques, procédures, lignes directrices et des ressources et activités associées gérées collectivement par l'organisme dans le but de protéger ses actifs informationnels. Donc là, c'est pris tel quel, bien sûr, quand c'est noté comme ça. Donc là, vous voyez le numéro de la clause, ou bien de l'article 4.2.1. On parle d'article parce que ce n'est pas une exigence, ce sont des définitions, donc on parle plutôt d'article. D'accord. Un SMSI utilise une approche systématique visant à établir, mettre en œuvre, exploiter, surveiller, réexaminer, maintenir et améliorer la sécurité de l'information d'un organisme afin qu'il atteigne les objectifs métiers. Donc, on va toujours trouver, je ne sais pas si je peux faire comme ça, par exemple. Euh, bon, c'est pas le stylo que je voulais, mais bon. Donc là, vous voyez qu'il y a le cycle PDCA, établir, mettre en œuvre. Donc, établir, ça rejoint le plan.
du PDCA, Plan, Do, Check, Act, ou bien planifier, réaliser, vérifier, améliorer, ou bien agir. Chacun peut traduire comme il veut. Donc, établir, mettre en œuvre, exploiter, ça, c'est le do, la réalisation, mettre en œuvre et exploiter. Surveiller et examiner. Donc là, je vais mettre ça sur le compte du check, de la vérification. Maintenir et améliorer, c'est le act. Donc, c'est agir pour améliorer le système. Donc, l'objectif final, c'est quoi? C'est atteindre les objectifs. Tout système de management a des objectifs. D'accord? Donc, le système de management, s'il n'a pas d'objectif, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. D'ailleurs, quand on parle de point de vue auditeur, quand je viens le jour de l'audit, l'auditeur, il pose la question au directeur, au DG, au PDG, ou ce qu'on veut, pourquoi vous avez mis en place ce SMS? Ou bien pourquoi vous avez mis en place ce SMQ pour la qualité? Ou bien pourquoi vous avez mis en place ce SMCA, continuité d'activité? S'il n'y a pas une réponse derrière où il y a des enjeux business, de l'argent, ça colle pas. Parce que on peut le faire sur un coup de tête. Ça va coûter beaucoup d'argent pour un coup de tête. Mais ce qui est sûr, c'est que après la certification même, il n'y aura pas d'entretien de ce système de management parce que ça va devenir une charge très lourde. Déjà, la mise en place de la 27001, c'est très lourd. C'est un projet qui part minimum de 6 mois si on veut faire les choses correctement, qui peut aller jusqu'à un an et demi facilement. Selon la taille de l'organisation, selon la complexité de la chose, selon la maturité. Si je viens dans une organisation où il n'y a que des PC isolés avec des personnes qui font leur travail chacun comme ils le sont, euh, je peux vous dire que le projet, il va durer dans le temps. Si je viens d'une organisation qui a déjà, par exemple, une plateforme, un Active Directory, des admin systèmes, des procédures qui sont documentées, etc., ben là, ça va être plus simple parce qu'il y a déjà un existant. Et ça, on le voit dans la première phase d'un projet, c'est ce qu'on appelle le gap analysis ou bien l'analyse d'écart. L'analyse d'écart, c'est qu'on vient le premier jour, on va dire où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut être, voici le delta. Et ça, bien sûr, c'est dans le cadre de la formation d'implémenteur. Est-ce que l'auditeur pose des questions au directeur ou au responsable SMS? Il pose les questions à tout le monde. Leader il va lui poser la question. En fait, il va poser la question au directeur sur les aspects qui concernent le directeur. Il va lui poser la question sur, par exemple, quels sont les enjeux, quel est le budget alloué, pourquoi vous avez fait ça, est-ce que vos clients vous exigent ça. C'est le haut niveau. D'accord? Quand il va passer au responsable SMSI, il va lui dire quel est, par exemple, quels sont vos indicateurs les plus importants, quel est le degré d'implication du management, à quel niveau de risque vous êtes. Ensuite, il va passer au responsable opérationnel, il va leur poser les questions sur leur propre KPI, leur propre opérationnel, leur propre processus. L'auditeur, il pose la question à tout le monde. D'accord? Dans la version 2008, on avait ce qu'on appelait le représentant du management représentatif. Mais ça, c'était en fait un dysfonctionnement qui a été corrigé avec la version 2013. Quand on dit qu'on a un représentant du management, c'est-à-dire que le directeur il peut être ignorant de ce qui se passe dans son système de management, du moment où son représentant il est au courant de tout. Et ça, c'est pas normal, parce que le responsable du système de management, il peut laisser couler, ne rien faire. Le directeur, il va rien voir parce qu'il a fait une confiance qui est aveugle dans la personne. D'accord, c'est allé? OK. Cette approche se fonde sur l'appréciation du risque. Donc là, on voit que la partie risque, elle est primordiale. J'ai dit qu'elle est pivot. Si on enlève la gestion de risque, il y a plus de 27 000. D'accord? Donc, et quand on dit risque, on va les associer au niveau d'acceptation de risque. Donc, au début, quand on commence l'exercice de la gestion de risque, on dit
à quel moment on peut dire qu'un risque il est insupportable pour une organisation? Est-ce que quand le risque va occasionner des dommages de l'ordre de 1 million de dirhams, 100 000 euros, ou bien est-ce que c'est quand il va nous coûter 50 000 dirhams? Si mon chiffre d'affaires annuel, c'est 100 000 dirhams, si le risque me coûte 1 million, je suis mort. C'est inutile de discuter. Donc là, je vais mettre en place ou bien établir des niveaux d'acceptation de risque. Quand le risque dépasse un certain seuil, il est inacceptable. Donc, je dois faire des choses pour le ramener à un niveau qui est acceptable. Si le risque est acceptable, bon, je peux dire je vais rien faire pour le moment parce que je vais me concentrer sur les risques qui sont les plus importants. Une fois je ramène tous les risques à des niveaux qui sont plutôt acceptables, là, je peux aller dans un niveau de maturité qui est plus important, qui va essayer carrément d'enlever tout impact négatif, même si c'est impossible dans la réalité, mais on peut s'approcher, on peut améliorer notre niveau de risque à un certain degré qui est assez pas mal, mais c'est impossible de faire au premier jet. Au premier jet, c'est pas possible. C'est peut-être au deuxième ou bien au troisième exercice qu'on va essayer d'arriver à ce niveau. Bon, bon, l'avantage d'un SMSI, c'est un peu le message commercial, marketing, si on veut, mais c'est aussi réel. Pourquoi on va mettre en place un SMSI? Renforcer l'assurance d'une organisation dans la maîtrise des risques identifiés. Une organisation qui fait rien et qui dit, oh mon Dieu, faites que le ransomware ne m'attaque pas. Il n'est pas très rassuré. Le DG n'a pas des nuits de sommeil qui sont paisibles. D'ailleurs, ça s'appelle le due care. Le due care, c'est faire déjà le nécessaire de point de vue entreprise pour que même légalement, on va dire, s'il y a des poursuites judiciaires, on va dire, ben, les gens, ils ont fait leur maximum. Par rapport à quelqu'un qui n'a rien fait, l'impact ne va pas être le même. D'accord? Donc, déjà, en traitant les risques, les gens, ils vont se sentir un peu mieux à l'aise face à leur SI. Il y a les backups. Par exemple, supposez que vous êtes administrateur de 10 serveurs et que vous n'avez pas de sauvegarde d'un seul serveur. Vous allez être tranquille pour les autres serveurs et ce seul serveur, il va être votre cauchemar. Vous allez toujours être angoissé par rapport à ce serveur qui n'est pas sauvegardé. C'est ça l'idée. Quand on va identifier et réduire les risques, on va augmenter notre niveau d'assurance dans notre SI. Et si nous, on augmente le niveau d'assurance dans notre SI, nos clients, nos prestataires, euh, les associés, les actionnaires, ils vont être aussi à l'aise parce que ils vont pas se retrouver du jour au lendemain face à une crise catastrophique. En fait, pas nécessairement, mais bon. Adopter une attitude d'amélioration continue. Parce que malheureusement, dans plusieurs organisations, on voit que les gens font un grand effort au début pour mettre en place quelque chose, un logiciel, un système, un SI, mais ils le laissent mourir tranquillement à petit feu. On ne fait pas de maintenance préventive, on ne fait pas de sauvegarde, on ne fait pas d'entretien. Et du jour au lendemain, on va se retrouver avec un système de management, avec un SI, pardon, qui est vieux, qui n'est pas entretenu, qui est très fragile. Et donc, le niveau de risque qui est très important. Apporter la confiance attendue aux parties prenantes. Donc, partie prenante ou bien partie intéressée, c'est-à-dire toute entité, ça peut être une personne physique ou morale, qui a un intérêt dans notre entreprise. Il y a les employés qui ont un grand intérêt, c'est leur salaire. Bon, les collaborateurs qui ont besoin de leur salaire en fin de mois. Il y a les clients qui vous ont confié la réalisation de leur processus. Il y a l'État qui s'attend à ce que vous payez vos impôts, à ce que vous payez les salariés, etc. Il y a les collectivités locales, par exemple. Il y a l'environnement.
il y a toutes les associés, bien sûr, les actionnaires, le DG, etc. Toutes ces personnes, ils ont un intérêt, ce sont les parties prenantes. Donc, on leur apporte ce niveau de confiance pour leur dire, soyez rassurés, on assure. Se démarquer de la concurrence, bien sûr, les critères de différenciation entre un fournisseur et un autre, avoir l'assertif, ça peut être parlant. D'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant on commence à l'exiger carrément. Donc, c'est un élément qui va écarter la concurrence si elle n'a pas l'assertif. Mais malheureusement, ça donne aussi des dysfonctionnements dans tout ce qui est certification. On a besoin de l'assertif juste pour avoir les marchés et donc on ne met pas réellement le système de management pour notre propre bien, ce qui est mauvais. D'accord? Donc ça, c'est la sensibilisation du management sur laquelle il faut travailler. Remplir ses obligations légales et garantir sa conformité réglementaire sur les sujets de la sécurité. Maintenant, si vous suivez un peu l'actualité, par exemple, les données à caractère personnel, si vous les traitez, il faut les protéger contre la divulgation. Si vous ne le faites pas, vous risquez des amendes assez colossales. Si vous connaissez la RGPD, c'est la réglementation pour la protection des données à caractère personnel. Bon, je raccourcis le nom de la loi. Pour tous les ressortissants européens, de l'Union européenne. Donc, si vous êtes, par exemple, un hôtel, vous êtes au Maroc, vous avez le nom, prénom, téléphone, email, adresse de votre client qui est français, bah, vous devez répondre à la RGPD. Et la RGPD vous demande, il faut avoir la preuve que vous avez collecté ces informations de manière légale, que vous protégez ces informations, qui ne sont pas accessibles par n'importe qui, etc., etc. C'est remplir ou bien répondre à une obligation légale. Et quand on dit légal, ça veut dire que l'impact après, c'est la poursuite judiciaire qui attend. Si on ne respecte pas, on risque, pour la RGPD, ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros, par exemple, d'amende. Donc, imaginez une boîte au Maroc qui reçoit ça. Ben, si vous suivez l'actualité, Google et Amazon, non, Google et Facebook plutôt, parmi les entreprises qui reçoivent régulièrement des pénalités par rapport à la RGPD. Mais bon, au Maroc, on parle de la loi 0908 qui concerne les données à caractère personnel. Bon, à creuser de votre côté si vous voulez. D'accord. Structurer la démarche sécurité d'une organisation. Donc là, c'est porter un cadre, une structuration. Ce n'est pas être dans le ad hoc, chacun fait à sa manière, mais structurer la démarche, lui donner une forme. Mobiliser, responsabiliser le management à tous les niveaux de l'organisation. Quelquefois, on trouve dans une organisation qu'on a un RSSI, on met sur son dos ou sur ses épaules tout le poids de la sécurité d'entreprise, alors que les autres, ils s'amusent à partager le mot de passe, à utiliser, à faire n'importe quoi, à cliquer sur des emails de spam, de phishing. Ben, le RSSI il peut mettre en place les outils de protection les plus forts du monde. Ça servira à rien. D'accord? Donc, il faut responsabiliser tout le monde. Et là, on va trouver, par exemple, dans des clauses contractuelles, que la personne, ou bien dans des chartes, peu importe, par exemple, tout ce qui est NDA, les clauses de non-divulgation. Le NDA, c'est un Non-Disclosure Agreement. C'est-à-dire que tu as accès à l'information, tu n'as pas le droit, c'est ça, merci, merci. Un Non-Disclosure Agreement, voilà. Donc, vous avez accès à l'information, vous n'avez pas le droit de la partager avec quelconque personne ou entité sans autorisation écrite ou bien en dehors du cercle concerné, ainsi de suite. D'accord. Valoriser l'être humain et les compétences autour d'objectifs communs. Bon, là, bien sûr,
Valoriser l'être humain, c'est pas seulement par le SMSI ou bien par le SMQ ou bien peu importe le système de management, mais quand on met en place un système de management, on a tout ce qui est indicateur, on a le suivi, on commence à voir les perles, on commence à voir les éléments qui travaillent plus. C'est ça. D'accord, donc ça, si vous connaissez la matrice de Maslow, la pyramide de Maslow, pardon, la matrice de Maslow, la pyramide de Maslow, en bas, on a mangé dodo, dodo, et en haut, on a quoi? On a la reconnaissance. Donc la reconnaissance, c'est quelque chose que les personnes vont chercher, surtout dans un environnement professionnel. Les gens sont contents de recevoir un email qui dit votre indicateur de performance, vous avez dépassé les attentes, etc. La personne, même si on ne lui donne pas d'argent, elle est contente, elle se sent valorisée, etc. Donc, ça fait partie du lot. Donner du sens à chaque collaborateur qui, en retour, participe à l'amélioration continue et participer à la pérennité de sa gouvernance. Bien sûr, le système de management, quand il est établi et fonctionne correctement, l'entreprise a plus de chances d'être pérenne et donc perdurer dans le temps. La famille 27 000, donc on a parlé déjà de la 27 000 tout court, qui est le vocabulaire. La 27 001, c'est l'ensemble des exigences. Donc vous voyez qu'il y a exigences, c'est-à-dire les choses auxquelles on doit répondre pour être certifié 27 001. Et quand je dis pour être certifié, je parle pour système de management. Un système de management, il doit répondre aux exigences de la 27 001 pour qu'il soit certifié conforme. Comme j'ai dit tout à l'heure, la 27 001 a été complétée par la 27 701, qui sont les exigences relatives au Personal Identifiable Information. Bon, les données à caractère personnel, pour faire simple. Euh, ce n'est pas nécessairement, on n'est pas obligé d'implémenter ces exigences pour être certifié cette 27 001, mais bon, c'est un plus à avoir. Euh, Dans le cycle de la certification, on commence toujours par le nécessaire. Ensuite, on peut aller vers le supplémentaire. Pas complémentaire, mais supplémentaire. Ça dépasse un peu les besoins. La 27 006, ce sont les exigences par rapport aux organismes d'audit de certification. Donc, si moi, une entreprise veut devenir un organisme de certification, je dois répondre aux exigences, aux exigences de la 27 006. D'accord? Donc, là, on va dire 99,99% des entreprises s'en foutent de la 27 006 parce que ça, c'est les affaires de Bureau Veritas, TÜV, ECBMS, les organismes de certification, DQS, etc. Donc, pour mettre en œuvre la 27 001, comme c'est un standard et qui se résume en 10 pages peut-être, il est sujet à interprétation. Donc, les gens, pour un peu cadrer cette mise en place, il y a les lignes directrices ou bien les guides d'implémentation. Donc, la 27 004 pour les indicateurs de performance, les mesures, etc. La 27 005 pour la gestion de risque. La 27 002, qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est le guide le plus important. Elle détaille l'annexe A. L'annexe A, si vous vous rappelez, ce sont les 114 mesures de sécurité à mettre en œuvre. La 27 002, elle te dit comment respecter chaque mesure. Bien sûr, il n'y a aucune obligation de répondre à ce que dit un guide. Par exemple, le guide, il te dit, il faut écrire un document qui fait ça, ça, ça. Ou bien il faut implémenter ça. Si je ne le fais pas, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de répondre à l'objectif derrière cette mesure. Quand je dis la mesure, c'est faire la sauvegarde, par exemple. L'objectif,
ce n'est pas faire la sauvegarde en elle-même, c'est de protéger les données contre la perte. Donc, protéger l'aspect intégrité, parce que la perte de données fait partie de l'atteinte à l'intégrité. Donc, si je ne fais pas de la sauvegarde, je fais autre chose, je fais du mirroring, par exemple, on va dire, peut-être que je suis en train de répondre à l'objectif derrière la sauvegarde, sans mettre en place la sauvegarde telle qu'elle est définie réellement. D'accord? La 27003, c'est un guide pour la mise en œuvre de la 27001, un guide générique de la mise en œuvre. C'est-à-dire, je veux devenir un consultant qui met en œuvre la 27001 dans les organisations. J'ai intérêt à lire la 27003. Maintenant, je ne suis pas obligé de suivre la 27003 à la lettre parce que c'est un guide. D'ailleurs, pour la formation, par exemple, PECB, ISO 27001, Lead Implementer, c'est une combinaison de la 27003, de ce que dit PMP dans le PMBOK et d'autres guides. C'est un mixte. Et chacun fait la recette qu'il veut. L'essentiel, c'est qu'on arrive à réaliser le projet. Ensuite, on a des guides ou bien des lignes directrices par secteur, par exemple télécom, santé. Donc, on trouve des guides qui sont spécifiques à des secteurs. Donc, pour résumer, ce qu'il faut comprendre et, on va dire, maîtriser, c'est la 27001, comprendre ce que la norme nous demande. Le reste, c'est bien, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Maintenant, je ne vous dis pas qu'il faut apprendre la 27001 textuellement. Ça, c'est un peu compliqué, mais vous, bien sûr, vous pouvez le faire. Il y a des gens qui peuvent tout apprendre, mais ce n'est pas vraiment une obligation, ni pour un chef de projet, ni pour quoi que ce soit. Bon. Donc, la 27001, version 2013, qui a été maintenue jusqu'à maintenant. Donc, un cycle de vie d'une norme, en général, c'est 5 ans, 6 ans. Donc, en 2017-2018, il y a eu la revue de la norme, mais il n'y a pas eu de changement. Pour la question de mode, pour l'examen, a-t-on droit à la norme sous les yeux ou pas? Si vous avez le droit d'avoir le support de la formation, quand vous passez l'assertif d'implémenteur ou d'auditeur, vous avez accès au support de la formation, au texte de la norme, format papier, si je ne me trompe pas, et à vos notes. Mais vous ne pouvez pas avoir accès à des livres ou bien à d'autres choses en dehors de ça. Donc, vous pouvez avoir des notes. À la fin de la formation, si vous avez des questions par rapport à l'assertif en elle-même, comme je vous ai dit pour les gens qui ont lu la page concernant cette formation en elle-même, elle n'est pas certifiante, bien sûr, mais si ça vous tente de passer ISO 27001 Foundation chez PECB, vous serez largement préparé. C'est un test QCM d'ailleurs, d'une petite heure, si je me rappelle, parce que Foundation, je ne l'ai pas passé personnellement, mais en tout cas, si ça vous dit, hein, vous serez déjà prêt. Donc, la dernière révision de 2019 a maintenu les mêmes exigences, comme j'ai dit. Donc, il n'y a pas eu de changement. Elle est structurée, l'annexe A est structurée en 14 articles qui spécifient 35 objectifs de mesure et 114 mesures de sécurité. Donc, je pense que les articles, on fait référence au chapitre 4 à 10 et les 35 objectifs de mesure, c'est l'annexe A. Ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit l'objectif de faire la sauvegarde, c'est ce qu'on appelle les objectifs de mesure. Et les 114 mesures, on va voir, il y aura peut-être un tableau, je ne sais plus, dans le support, est-ce que j'ai prévu ça ou pas. Chaque mesure, chaque objectif, il y a combien de mesures à l'intérieur, mais on le verra quoi qu'il en soit parce qu'on va parcourir les 114 mesures. Pour l'examen implémentaire auditeur, c'est 3 heures.
La seule famille à laquelle un organisme peut prétendre en certif, c'est la 27001, bien sûr. D'accord. On peut pas, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas certifier un organisme 27005, par exemple. Et bien entendu, comme j'ai dit, la 27701, qui est qu'on peut aller vers ça. En fait, pourquoi je dis on peut aller? Parce qu'il n'y a rien qui oblige à l'avoir. Si vous vous rappelez, je dis que tout ce qui est ISO, c'est volontaire. Maintenant, l'avantage de l'implémenter, c'est d'avoir cette reconnaissance internationale de respecter tout ce qui est donné à caractère personnel. Maintenant, ça ne va pas vous désengager des obligations de la RGPD si vous êtes assujetti à la RGPD. On est d'accord. Il faut garder en tête que tout ce qui est exigence légale, il a précédence sur tout. Vous ne pouvez pas être non conforme à la loi en implémentant un standard. Supposons que dans une clause du standard, vous allez être non conforme à une exigence légale. Cette clause du standard, elle va tomber systématiquement. D'accord? Au Maroc, on n'a pas ce problème. Dans les autres pays, en France, ça m'étonnerait aussi. Dans la majorité des pays, ça m'étonnerait parce que c'est du bon sens, mais on ne sait jamais. Bon, d'accord. Donc, je vais arrêter avant ce slide. D'accord? Je vais arrêter après la 27003. Ça, il nous reste 4 minutes d'ailleurs. Donc là, c'est la 27002. Donc, on a parlé de la 27001. La 27002, comme j'ai dit, c'est le détail de l'annexe A, pour faire simple. D'accord? Donc, ce sont des lignes directrices pour la mise en place de l'annexe A. Ni plus, ni moins. Donc, inutile de chercher une certification pour l'entreprise concernant la 27002. Les personnes peuvent se faire certifier 27002 lead manager, si je me rappelle bien. La 27003, c'est le guide de mise en œuvre. Donc, c'est pour vous aider à mettre en œuvre la 27001 dans une organisation. Donc, les articles 4 à 10 reflètent un peu, suivent un peu la 27001. La 27002, c'est le guide de la mise en œuvre des bonnes pratiques. C'est ça, c'est chez